Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, cette thématique qui sera consacrée au livre publié récemment par Pierre Veltz aux éditions du Seuil, L'économie désirable. Pierre Veltz, bonjour. Bonjour. Avec moi, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et David Jayes, enseignant et essayiste. Pierre Veltz, vous êtes diplômé de l'École polytechnique et ingénieur du corps des ponts. Vous avez été président de l'établissement public Paris-Saclay de 2010 à 2015. Vous êtes également sociologue et urbaniste et vous avez publié en 2008 La Grande Transition et en 2017, aux éditions du Seuil, un livre intitulé La société hyper-industrielle, dont votre nouvel ouvrage, L'économie désirable, sortir du monde thermofossile, constitue le prolongement. Dans ce livre, après avoir constaté la nécessité de changer en profondeur nos organisations économiques et nos façons de vivre, vous pointez du doigt la faille des théories de la décroissance mise en lumière par la crise du Covid-19. La mise à l'arrêt de nos économies entraîne des dommages gigantesques, payés principalement par les plus fragiles. Sans attendre l'avènement chimérique d'un gouvernement mondial, vous écrivez qu'il est urgent d'élaborer des perspectives qui ne passent pas par l'accroissement des inégalités, du chômage et de la précarité de masse. D'abord, vous mettez en évidence la dimension industrielle de la transition et la nécessité d'établir une nouvelle grammaire productive. Toutefois, cette grammaire serait insuffisante si nous ne prenions pas en compte la nécessité d'une évolution de la demande vers davantage de sobriété. Ensuite, vous décrivez le passage d'une économie des choses vers une économie des usages et des expériences dans laquelle le numérique joue un rôle essentiel. Selon vous, l'économie de demain sera humano-centrée, autrement dit, elle compensera les pertes d'emplois des secteurs thermofossiles par l'extension des capacités des individus et la réinvention de nos espaces de vie partagés. Les secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, du divertissement, de la sécurité, de la mobilité et de l'habitat doivent et devront être reconnus comme des moteurs essentiels de la création de valeur. Si cette économie doit nécessairement prendre un tournant local, vous mettez en garde contre le localisme et vous rappelez que la valorisation unilatérale du proche peut devenir problématique lorsqu'elle crée des illusions d'autosuffisance et qu'elle ignore les interdépendances et les solidarités interterritoriales fondatrices de notre contrat social. Enfin, vous passez en revue les différentes voies macrosociales du changement, à savoir la fiscalité, la finance et la technologie verte. Pour vous, ni les marchés financiers, ni le darwinisme de la technologie, ni la multiplication des projets verts à l'échelle des villes ne sont aujourd'hui capables d'embarquer nos économies dans un véritable changement de modèle. Sans rétablir un lien anachronique entre puissance étatique et centralisation hiérarchique, vous en appelez au retour de l'État qui, davantage que simple garant du marché, doit fixer des perspectives stratégiques cohérentes, mettre en place de grandes infrastructures physiques et normatives, investir et veiller à l'accompagnement social de ces mutations. La première question vous est posée par Béatrice Gibelin. Bien, bonjour Pierre Vels. Je dois dire que Bonjour. j'ai eu un grand plaisir à lire votre essai, cette économie désirable. C'est une belle approche et le concept d'économie humano-centrée donne beaucoup à réfléchir, à penser et puis surtout laisse quand même un peu d'optimisme dans tout ça. Et je dirais que c'est un ouvrage qui suscite l'adhésion et de cela, je voulais déjà vous remercier. Et puis, j'ai apprécié aussi votre pragmatisme qui est lié à votre très longue expérience. Philippe Meyer a rappelé effectivement votre itinéraire. Et vous dites, je crois, c'est dès l'introduction, nous n'avons pas d'autre choix que de composer avec le monde tel qu'il est.
Et je pense que ce principe que vous affirmez d'entrée de jeu est extrêmement important. Fi donc de la décroissance ou des collapsologues, fi donc de ceux qui pensent que tout va devenir vert très rapidement. Et tout ça est extrêmement positif de mon point de vue. Alors, vous dites, au fond, la seule révolution nécessaire est mentale. Comprendre que la santé, l'éducation, la culture, la mobilité, l'habitat ne sont pas des charges sur l'économie productive, mais des moteurs de la création de valeur. Et n'est-ce pas déjà ce qui se fait un peu, sans doute pas suffisant, et comment pourrait-on faire pour que ce changement de mentalité puisse se faire? Alors, vous dites passer au fond d'une économie des choses à une économie des usages et à ce qui est au fond l'économie de l'accès. Mais comment peut-on accélérer les choses? Je pense que c'est quelque chose qui est juste, quand je vous lis, je me dis, mais comment peut-on faire? Pierre Welz. Oui, ben, merci d'abord à Philippe pour sa présentation parfaite qui a excellemment résumé le livre. Euh, Quand Béatrice, vous dites la seule révolution est mentale, c'est vrai que les représentations jouent un rôle important, mais enfin, je crois que je montre aussi dans le livre que le chemin est étroit. Enfin, on n'a pas un problème simple à résoudre, hein, si on prend au sérieux les défis écologiques, climatiques, biodiversité, mais aussi, j'insiste un peu sur les questions des ressources, hein, des ressources minérales, par exemple. Voilà, on voit qu'on est confronté à une nécessité de changement profond. J'utilise parfois le mot de bifurcation plutôt que le mot de transition, parce qu'au fond, transition, on sait où on va, là on ne sait pas vraiment où on va, mais on sait qu'il va falloir changer et que de toute façon c'est inéluctable. On voit bien que le système fossile est de, de perdre pied en partie de lui-même, mais en même temps, ce changement profond, le faire dans un délai court, et en douceur d'une certaine façon, c'est-à-dire sans provoquer des dégâts comme ceux qu'entraînerait une décroissance brutale, c'est quand même un chemin extraordinairement difficile, quoi. Donc, mon idée, c'est de dire, au fond, il faut, comme vous l'avez rappelé, Béatrice, il faut essayer de sortir de cette impasse qui est d'un côté les radicalismes divers qui disent il n'y a qu'à, et puis on va oublier tout ce qui est l'économie, puis on voit ce que ça donne quand on a une crise relativement mineure, hein. Et donc on imagine le désastre que serait une forte décroissance, comme vous l'avez dit, au détriment des plus faibles. Et puis à l'autre extrême, on a cette position un peu béate qui est de dire bah, le capitalisme a toujours su régler les problèmes et au fond, le capitalisme va se verdir et le capitalisme vert va trouver la solution. Je crois que les deux positions sont fausses et qu'il faut que les États, les communautés humaines de manière générale, les collectivités, les démocraties, etc., s'impliquent pour essayer de trouver une voie médiane qui soit tenable, qui soit à la fois profonde dans les changements, mais acceptable socialement. Voilà. Alors, il m'a semblé que un certain nombre d'évolutions que vous avez rappelées, hein, le fait qu'on passe assez, c'est pas tellement l'effet des politiques, c'est l'effet en partie de l'évolution spontanée du système économique lui-même, une économie des choses vers une économie des usages et des expériences, comme disent certains. Le fait qu'on ait ces secteurs qui sont centrés sur l'individu et sur les liens entre individus qui sont en train de monter d'eux-mêmes comme les secteurs de l'avenir, eh bien, je pense qu'il faut absolument essayer de surfer sur ces évolutions-là. Alors, pour les renforcer, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faut déjà, en effet, peut-être mieux les identifier et comprendre que il s'agit de changer au fond de modèle productif, de base productive, et pas simplement de verdir l'économie telle qu'elle est. Mais ce n'est pas facile à faire et c'est vrai que ça passe en grande partie, mais pas uniquement, ce serait trop simple, par peut-être d'autres regards
d'autres regards sur la réalité que nous vivons et sur l'avenir qu'on pourrait essayer de dessiner. C'est ça que je vais essayer de faire dans le livre. David Jace. Oui, alors d'abord, merci Philippe d'avoir invité Pierre Weltz. Moi, je dois dire que c'est un des intellectuels qui m'inspire le plus. Il n'est pas tapageur, il ne court pas les masses médias, mais il développe, et depuis longtemps, une réflexion pluridisciplinaire à la croisée de la sociologie, de l'économie géographique et puis de la réflexion sur les sciences aussi. Et ce livre, L'économie désirable, est petit par la taille, c'est une centaine de pages, mais à mon avis important par son ambition, et je crois qu'il atteint en partie l'objectif, puisque la thèse centrale du livre, je ne sais pas si Pierre Weltz l'aurait formulé dans ces termes, mais j'utiliserai le concept marxiste de mode de production. La thèse centrale du livre, c'est que nous avons besoin, pour faire face aux bouleversements et aux changements qui sont les nôtres, d'un nouveau mode de production, c'est-à-dire véritablement d'un nouveau projet productif et d'une nouvelle architecture productive, pour sortir évidemment du yaka faucon, des incantations, de la pensée magique, mais pour sortir aussi, et c'est pour ça que j'aime ce livre, parce qu'il est à la fois pragmatique et radical, ou radicalement pragmatique, pour sortir d'une approche trop incrémentale qui repose sur du greenwashing et dont Pierre Weltz montre très bien le caractère inopérant en pointant par exemple les effets rebonds en matière énergétique ou ce qu'il appelle, et que je trouve très novateur, la profondeur technologique. Alors les secteurs humano-centrés, moi, m'intéressent beaucoup aussi parce qu'ils permettent de décloisonner industrie, services et data. Ça, c'est des approches qui sont finalement assez datées. Et au fond, mon seul regret, c'est que le livre n'approfondisse pas suffisamment la dimension géopolitique de ces modes de production, parce qu'on voit aujourd'hui, en particulier après la crise Covid, un capitalisme transnational de plateformes américains être à l'offensive et prendre des positions. On voit un capitalisme de surveillance étatique chinois. Et donc, au fond, est-ce que l'économie désirable, c'est pas, et c'est ma première question pour Pierre Weltz, une troisième voie européenne? Est-ce que c'est pas le projet productif qui manque aujourd'hui à l'Europe? Plutôt que de parler de 1000 milliards d'euros de Green New Deal, autant parler d'économie désirable et des secteurs dans lesquels on veut investir. Deuxième question pour Pierre Weltz, ce projet productif suppose un véritable consensus et une véritable coalition sociale à l'intérieur des démocraties, et il suppose de retrouver le goût du long terme. Donc comment est-ce qu'on arrive à installer un tel projet qui suppose des milliers de milliards d'euros d'investissements publics et privés dans des sociétés démocratiques de plus en plus impatientes, de plus en plus polarisées, de plus en plus averses en quelque sorte au long terme? Et puis troisième question, pardon pour l'avalanche, euh, les secteurs humano-centrés, santé, éducation, formation, en France, il se trouve que ce sont des secteurs qui sont en très grande partie socialisés, qui reposent sur de l'argent public et de l'emploi public. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre Weltz sur le fait qu'il faille les faire grossir parce que ce sont les secteurs d'avenir qui sont à la fois innovants, créateurs de bons emplois, et le sujet de l'emploi va être majeur dans les prochaines années. Mais comment est-ce qu'on fait dans un pays qui a déjà 60% de dépenses publiques et qui ne peut pas véritablement tirer sur la corde? Voilà mes questions. Pierre Weltz. Oui, alors ça, c'est une avalanche, en effet, David, c'est une avalanche de questions. On ne peut pas répondre je ne suis pas forcément capable de répondre à tout ça, et encore moins brièvement. Je voudrais juste en un mot revenir sur l'idée de base. L'idée de base, c'est de dire aujourd'hui, on prend l'économie au fond telle qu'elle est, et la pensée écologique, ça consiste à rendre ça plus efficace sur le plan énergétique, sur le plan des ressources, etc. On verdit domaine par domaine. Si vous regardez les résultats, par exemple, de la fameuse Convention citoyenne, ou ce qui est en train de se discuter sur la loi climat, à mon avis, on n'a pas pris la mesure du sujet, quoi, parce que le sujet, c'est pas ça, c'est pas de verdir par petits bouts comme ça ce qui existe. Le sujet, c'est de réinventer, en effet. Alors, mode de production, moi je dis une base productive. Il faut qu'on repense une base productive qui combine d'ailleurs très fortement, ça c'était mon précédent livre, enfin,
Philippe l'a rappelé au début, ce livre, d'une certaine façon, est quand même la suite du livre précédent que j'avais intitulé La société hyper-industrielle. Cette nouvelle base productive, elle va combiner très étroitement de l'industriel. Je pense que l'industrie est loin d'être morte et je pense qu'elle continue en plus à pouvoir porter des promesses très positives, du service, hein, de la relation, et puis le numérique qui vient au fond lier tout ça. C'est ça qu'on n'arrive pas à penser. On n'a pas de récit de ça aujourd'hui. On a un récit de la continuité qu'on dévie un petit peu, qu'on verdit, voilà, on verdit à la marge une économie qui. Alors qu'en réalité, ce changement, il a déjà vers une nouvelle base productive où la santé, enfin tous ces secteurs que j'appelle humano-centrés, sont essentiels. Ce changement, il a déjà progressé, il a déjà commencé. Je veux dire, il est déjà largement en cours. On n'est plus dans l'économie des Trente Glorieuses, qui était une économie d'accumulation d'objets, ou comme moi j'appelle souvent l'économie garage, salon, cuisine. Vous voyez, on a rempli nos maisons d'objets formidables qui ont changé la vie, mais maintenant, il faut que. On voit bien que c'est autre chose qui se passe et que les nouveaux enjeux économiques qui touchent beaucoup plus à l'intime de l'individu, d'une part, mais aussi à la façon dont la nouvelle création de valeur, par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, en même temps que ça implique des systèmes collectifs et des systèmes collectifs complexes où la data joue en effet un rôle essentiel et qui sont aussi très souvent fortement territorialisés. Donc je voulais rappeler ça quand même pour être bien clair. D'une certaine façon, il faudrait un peu déconfiner, c'est peut-être d'actualité, cette thématique écologique, quoi, parce que c'est un changement global dont on a besoin et un changement qui soit, d'où le titre du livre, qui soit désirable, qui ne soit pas simplement punitif. Alors j'en viens aux questions. Alors la géopolitique, oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Au fond, ce sera un projet un peu européen parce que l'Europe a quand même mis beaucoup plus de moyens que d'autres formes de capitalisme. Il suffit de comparer au capitalisme américain dans des secteurs comme la santé, l'éducation, etc. Et je pense qu'en effet, il y aurait une voie européenne à définir d'une nouvelle base productive qui ne soit pas simplement, enfin ça inclut d'une certaine façon le Green Deal, mais que ça ne se limite pas à ça, quoi, parce que ça, je pense que ce n'est pas un projet qui est politiquement mobilisateur pour les sociétés. Voilà. Alors, les autres questions, pardon, je ne les ai pas toutes notées. Il y en a une qui, effectivement, que j'ai soigneusement esquivée dans le livre. Et merci, David, de la reposer. C'est comment est-ce qu'on fait pour développer ces secteurs qui, en effet, pour des raisons historiques particulières, en partie contingentes, se sont largement développés dans l'orbite de la sphère publique. La santé, l'éducation, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Hein, mais il ne s'agit pas non plus de revenir à des formes de privatisation, de marchandisation qui seraient extrêmement mal acceptées par la société. Donc ça je pense que c'est... Une fois qu'on a fait le changement mental copernicien dont parlait tout à l'heure Béatrice Gibelin, qui est de dire arrêtons de considérer que la santé est une charge qui pèse sur le reste de l'économie, considérons que c'est un lieu, peut-être le premier, de création de valeur à la fois industrielle, servicielle, numérique, enfin que c'est vraiment un secteur moteur à part entière de l'économie. Investissons davantage, on investit assez peu aujourd'hui quand même en France. Je ne parle pas de la question des emplois dans les hôpitaux, c'est plus large que ça. Hein. D'ailleurs, la santé, ce n'est pas la médecine, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. C'est aussi la prévention. On n'investit pas assez, on devrait investir davantage. Mais en même temps, on voit bien que on ne peut pas aller non plus vers une société qui serait socialisée à 75%. Enfin, ça pose une difficulté, quoi. Bon, en même temps, il est clair qu'on est maintenant dans des sociétés d'économie mixte, et il faut le reconnaître. Le capitalisme privé ou l'économie privée, pour employer un mot plus simple, ne se développe que parce qu'elle peut s'appuyer sur des formes socialisées, des infrastructures, etc., jusque la science, etc., beaucoup qui sont totalement en
en dehors de la sphère privée. Donc cette interpénétration très très forte entre ce qui est socialisé et ce qui est privatisé, elle est caractéristique de nos sociétés. Il ne faut pas en avoir peur. Mais je reconnais que là, il faudrait continuer à réfléchir pour voir comment on peut en effet continuer à développer ces domaines, comprendre qu'ils sont au cœur de la création de valeur d'aujourd'hui et de demain, sans faire exploser, par exemple, les finances publiques. Marc-Olivier Padis. Béatrice et David ont déjà fait l'éloge du livre, donc je ne reviendrai pas sur tout le bien qu'on peut en penser. Je l'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais poser directement ma question, dire que la surprise qu'on a en lisant le livre dès le début, en fait, c'est que vous prenez parti assez fermement en disant qu'il n'y aura pas de solution. Vous avez dit la voie est étroite, sans sobriété. Et c'est un peu surprenant parce que quand on a lu vos précédents livres, c'est pas forcément quelque chose qui était déjà présent, me semble-t-il. Et en même temps, c'est surprenant parce que vous vous êtes toujours inscrit en faux, et à nouveau dans ce livre-là, sur l'idée que nos sociétés vont spontanément, par l'évolution des technologies et l'évolution de l'économie, vers une société dématérialisée où il n'y a plus que des services, où tout est immatériel. Vous insistez justement sur les dimensions matérielles, c'est une des originalités de vos travaux, du numérique, la dimension matérielle des services aussi, l'interpénétration entre l'industrie et les services, et le fait qu'on consomme de plus en plus de ressources matérielles concrètement, et que même les outils numériques qu'on utilise mobilisent toute une infrastructure matérielle. Vous expliquez ça de façon très convaincante, détaillée, avec des exemples, etc. Mais donc, en même temps, vous dites ce n'est pas l'évolution technologique qui va nous sortir de nos difficultés, il faudra de la sobriété. Et deuxième surprise, quand on pense sobriété, on pense évolution des comportements individuels, ce qui n'est pas facile à obtenir sur ces questions environnementales. Mais vous dites aussi que les comportements individuels, c'est un quart de l'effort, en gros, qu'on a à produire pour limiter les externalités, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et donc, vous insistez sur le fait que c'est dans l'économie, dans le travail des entreprises, qu'il faut de la sobriété, donc ce que vous appelez l'éco-conception, les low-tech, et aussi vous utilisez un mot un peu ancien, mais qui est utilisé, à mon avis, à juste titre, celui de discernement sur les objets qui sont pertinents. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, c'est-à-dire comment convaincre les industries, les géants du numérique de ne pas concevoir des gadgets technologiques qui ne servent à rien, mais d'entrer dans cette démarche de sobriété? Oui, alors c'est tout à fait juste, Marc-Olivier, que dans mes livres précédents, et en particulier dans le livre sur la société hyper-industrielle, ce sujet, je l'avais abordé un peu, mais de façon assez un peu marginale et insuffisante. Et d'ailleurs, si je me suis lancé dans l'écriture de ce nouveau livre, c'est parce que j'étais conscient du fait que par rapport à la prégnance, je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui des enjeux écologiques, encore une fois, au sens assez large du terme. Hein. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion plus approfondie que ce que j'avais fait dans mon livre précédent sur ce sujet-là. Alors, au fond, le raisonnement, il est un peu le suivant. Le premier point, c'est que le constat, c'est que on fait, nos entreprises, nos sociétés d'ailleurs de manière générale, font des gains d'efficacité tout à fait remarquables. Efficacité au sens de faire plus, créer plus de valeur avec moins de ressources, en dépensant moins d'énergie. Pour la biodiversité, c'est un peu plus compliqué. Ces gains d'efficacité, ils continuent. Au fond, une grande partie des bureaux d'études des entreprises travaillent là-dessus. Et on est aujourd'hui capable de produire des biens et des services avec beaucoup, beaucoup moins de ressources que ce qu'on était amené à faire il y a encore relativement peu de temps. Mais
là où la sobriété intervient, c'est que cette efficacité croissante, elle est mangée, elle est dévorée en quelque sorte, et au-delà, par deux effets. Un effet assez classique, bien connu des économistes, mais dont on ne parle pas assez, alors qu'il est au cœur du monde contemporain, qui est l'effet rebond, c'est-à-dire que plus votre produit a été produit de manière efficace, aussi en général il devient moins cher, et donc en fait la consommation va rattraper et bien au-delà les gains que vous avez faits. Alors, je donne deux exemples très rapidement, hein. Il y en a un que j'aime bien, c'est les canettes de bière ou de Coca-Cola. Vous savez, aujourd'hui, on prend considérablement moins d'aluminium ou d'acier, ça dépend, il y a deux filières, qu'il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est du papier à cigarette. Et donc, on a fait des économies absolument unitaires, absolument spectaculaires, mais vraiment spectaculaires, avec des process technologiques qui sont complexes, hein, parce que c'est difficile de faire des emboutis profonds comme ça, qui ne se déchirent pas. Euh, et des progrès tout à fait spectaculaires. Mais il se trouve que la consommation des canettes en question, elle a augmenté beaucoup plus vite que les gains qu'on avait faits. Bon, il y a de multiples autres exemples. Il y en a un qui est d'actualité, parce qu'on en parle beaucoup, c'est la fameuse isolation thermique des bâtiments qui est devenue l'alpha et l'oméga, semble-t-il, de la politique énergétique et climatique de la France, alors que tout le monde sait que là aussi, l'effet rebond, c'est-à-dire tout simplement le fait de monter le thermostat quand on a mieux isolé le bâtiment, peut manger une très grande partie des gains qu'on a réalisés. Au point que, je fais juste cette parenthèse, les Allemands ont décidé de mettre une sourdine sur ce type d'investissement. Ça coûte extrêmement cher d'isoler à fond les bâtiments parce qu'ils s'aperçoivent qu'au fond, le résultat n'est pas extraordinaire. Donc, voilà. Efficacité, alors ça c'est cet effet de consommation, et puis un autre effet, alors ça c'est moins classique, ça c'est moi qui l'ai introduit dans le livre parce que ça me paraît important, c'est ce que j'appelle la profondeur technologique, c'est-à-dire qu'au fond, non seulement on consomme de plus en plus de produits, mais on profite du fait du progrès technologique, on va dire, pour faire des produits de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes, avec une accumulation de fonctionnalités qui en réalité est inutile et qui finalement, au bout du compte, coûte extrêmement cher énergétiquement. Pensez à vos voitures. Hein. Si on fabriquait aujourd'hui des voitures simples, je ne dis pas qu'il faut revenir à la 2 ou à la 4 chevaux ou à des voitures de ce type-là, mais si on faisait des voitures simples, très fonctionnelles, avec en faisant peut-être l'économie de tous ces gadgets numériques qui en plus empoisonnent la vie bien souvent, eh bien on ferait des voitures beaucoup moins chères à l'achat et surtout moins chères en matériaux, moins chères en énergie. Je parle dans l'énergie pas de consommation, mais l'énergie de fabrication, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle lutter contre cette profondeur technologique qui en réalité explique une grande partie de l'augmentation extraordinaire de nos dépenses en énergie et en matière. On pourrait avoir, sans pour autant dégrader la qualité de vie, l'agrément des objets, des services, on pourrait revenir à des choses beaucoup plus simples en passant parce que c'est un mot que j'ai emprunté à Philippe Biwix, un peu plus de discernement technologique. Il ne s'agit pas de revenir à des low-tech. Le retour en arrière, moi, je ne suis pas du tout technophobe, enfin, je suis même assez technophile. Il faut utiliser tout ce que le numérique peut faire, la data, mais il ne faut peut-être pas se lancer dans des fuites en avant absolument incontrôlables et qui finissent par vivre leur propre vie et consommer des ressources pour des choses qui n'en méritent probablement pas. On pourrait parler de la voiture autonome, mais je ne veux pas être trop long dans mes réponses, je suis déjà trop long. Pierre Veltz, je note que vous constatez, vous reprochez même à la pensée écologiste d'être dominée par la question du comment produire plutôt que par celle du que produire, mais peut-être vous voudrez développer ce point, mais dans votre livre, vous dites que les entreprises, je vous cite, doivent passer de modèles économiques consistant à facturer les services, plutôt qu'elles doivent passer de modèles économiques consistant à facturer les services que rendent les objets, plutôt que les objets eux-mêmes. Est-ce que ça existe, des entreprises qui facturent les services que rendent les objets plutôt que les objets eux-mêmes?
Ça existe et c'est en train de se développer, quasiment de se généraliser. Regardez la question de la mobilité, par exemple. Le grand basculement, c'est qu'on part d'une industrie qui fabriquait des objets qui étaient d'ailleurs destinés pas forcément à durer trop longtemps, et on va vers ce qu'on appelle la mobilité comme service, c'est-à-dire que demain, et on le voit déjà, enfin, cette offre commence à exister et les jeunes générations, ils sont très sensibles. Euh, eh bien, vous payez la mobilité et, sous des formes multiples, hein, plutôt que la possession de l'objet. Toutes les entreprises dans tous les secteurs sont en train de penser à des changements qui vont dans ce sens-là, parce qu'ils vont aussi dans le sens de ce que souhaitent les gens aujourd'hui. Si vous permettez, Philippe, je voudrais quand même peut-être compléter ma réponse à Marc-Olivier tout à l'heure sur la question de la sobriété. Parce que dans le livre, je crois montrer, mais peut-être pas toujours de manière suffisamment claire, qu'au fond, il y a différents types de sobriété. Il y a effectivement, en général, quand on parle de sobriété, on pense à manger moins de viande, acheter moins de fringues, enfin, toutes ces choses-là. Bon, alors, c'est pas négligeable parce que et consommer moins de vidéos. La vidéo ça bouffe des ressources de manière, il y a une explosion de consommation de ressources en tout genre, et pas seulement d'énergie pour regarder des films, des YouTube. Voilà. Là, il faudrait calmer un peu ce jeu-là sans pour autant revenir il ne s'agit pas du tout de revenir à la chandelle et à la mobilité à cheval, etc. C'est absurde, ça. Mais il y a des études, vous l'avez rappelé, Marc-Olivier, une étude norvégienne, enfin internationale notamment, ils ont pris 91, je crois, comportements considérés comme vertueux du point de vue écologique, et on regarde ce que ça donne, l'impact que ça a, ben ça joue sur, c'est ça, un cinquième, enfin les chiffres n'ont pas beaucoup de signification, c'est les ordres de grandeur qui comptent, du résultat qu'il faut obtenir. Donc, la vraie sobriété, elle est systémique, c'est-à-dire elle est inscrite dans l'organisation de la société. Mais là, je pense qu'on pourrait le regarder à deux niveaux. Ça, c'est un petit complément par rapport au livre. Il y a le systémique au sens où eh bien, l'organisation de la société va induire des comportements qui seront plus vertueux. Par exemple, si vous voulez faire du vélo, ben, il faut des pistes cyclables. Et plus vous aurez de pistes cyclables et plus vous aurez des vélos électriques, ben, plus ce sera facile. Donc, vous voyez, il y a des effets d'entraînement comme ça. Bon, il y a beaucoup d'autres aspects systémiques. Et puis, il y a quelque chose de plus profond que j'appellerais une sobriété structurelle. C'est-à-dire, et là, je reviens à mon économie humano-centrée, à ma base productive renouvelée, repensée, réorientée, refocalisée, repriorisée, et avec le pari que bien, ce type de base productive est structurellement plus léger, on va dire, moins pesant en termes d'énergie, en termes de consommation de ressources, et peut-être aussi plus amical vis-à-vis du vivant que l'économie telle qu'elle est. C'est un peu ça l'idée. Mais il faudrait, évidemment, ces trois niveaux, il faudrait les préciser plus que ce que je fais dans le livre. David Jace. Oui, un autre point intéressant dans le livre et qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué, c'est le procès fait au localisme. Oui. Face à l'accélération de la mondialisation, des interdépendances, de l'interconnexion généralisée, on voit bien qu'il y a une volonté très forte de relocalisation qui s'enracine dans un sentiment que tout nous échappe en quelque sorte. Et si j'étais taquin, plus taquin que vous, Pierre Vels, je dirais qu'il y a une sorte de parenté entre le populisme nationaliste qui, au fond, veut claquemurer les nations derrière des fils barbelés et l'écologie ultra-localiste et collapsologique qui veut, au fond, revenir à des micro-communautés résilientes, dégagées de toutes les infrastructures. Et le périmètre géographique, certes, n'est pas le même. Le critère de discrimination entre ceux qui doivent être dedans et ceux qui doivent être à l'extérieur n'est pas le même. Mais il me semble qu'il y a une même inquiétude, une même anxiété.
Et je ne suis pas certain que cette anxiété soit complètement dénuée de fondement, en quelque sorte. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer un système qui soit ni la fermeture totale, ni la fuite en avant dans l'ouverture aux quatre vents de la mondialisation qui a provoqué des dégâts sur les sociétés, qui a provoqué des dégâts et de l'anxiété qui explique ces réflexes de fermeture. Pierre Veltz. Oui, ça c'est une question effectivement importante et que j'aborde dans plusieurs chapitres du livre parce que quand on regarde les enquêtes, j'ai regardé récemment des enquêtes récentes, cette volonté de se protéger au fond, de retrouver des limites un peu rassurantes à son environnement est extrêmement fort aujourd'hui dans la population, hein, de manière générale. La volonté de relocaliser. Au fond, le Covid a amplifié ça en montrant à quel point on était dépendant, par exemple pour les médicaments, ou, les dispositifs médicaux, de longues chaînes de valeur qui sont quand même fragiles. Hein. Plus elles sont longues et complexes, plus elles sont fragiles. Donc, ça, le Covid a amplifié, mais le mouvement était beaucoup plus profond, il était déjà présent. Avant le Covid, et je pense qu'il va le rester avant. Je crois que, comme vous l'avez dit, David, l'idée de fond, c'est une volonté de retrouver de la maîtrise, c'est une volonté d'être assuré. Zafransky, qui est un philosophe allemand conservateur, utilise le mot de clairière. Quoi. Les gens ont besoin de clairière dans cette jungle des flux, des interactions, où on ne sait plus très bien où on se situe. Et donc ça, je pense que c'est un mouvement extrêmement profond qui se combine aussi avec des choses qui touchent peut-être plus même à la psychologie, à la conduite de la vie des personnes. On voit bien que dans les nouvelles générations en particulier, il y a cette volonté de retrouver de la maîtrise sur son parcours de vie. Je sais pas, enfin, frappant de voir, par exemple, y compris parmi les plus éduqués ou ceux qui sont promis aux grandes structures, sortis des grandes écoles, etc., cette volonté de refaire des choses à petite échelle, mais qu'on maîtrise, plus être simplement des pions dans des longues chaînes d'activités ou des bureaucraties ou des organisations. On ne contrôle plus ni les tenants et les aboutissants. Je pense que ça, c'est un mouvement extrêmement profond. Et c'est international. Je cite dans le livre où je suis tombé là-dessus un ouvrage américain qui s'appelle The New Localism, où il y a une enquête sur les jeunes Américains qui est extraordinaire parce qu'on croirait voir le portrait des jeunes Français. C'est un mouvement extrêmement profond. Et c'est vrai que aussi, on peut le décliner à différentes échelles. Il y a ce repli national que personnellement je trouve un peu inquiétant. Et puis le micro-localisme, alors, qui va bien au-delà des communautés déconnectées ou qui cherchent la déconnexion. Ça c'est un extrême, mais c'est beaucoup plus général que ça. Hein. Il y a maintenant une espèce d'équivalence qui a été faite dans la tête des gens entre écologie et proximité, qui est très très discutable. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ça ne va pas de soi. Hein. Les circuits courts ne sont pas toujours la bonne solution. Voilà, donc il y a ce complexe. Moi, j'avais déjà dans un livre précédent parlé de tournant local. Et évidemment, la grande question, c'est ça correspond à une demande qui est profonde, qui est légitime en partie, parce qu'il faut quand même garder la maîtrise de sa vie et puis aussi de son devenir national. Et puis, en même temps, le fait qu'on vit dans un monde incroyablement beaucoup plus interdépendant que ce qu'on imagine. Regardez les objets qui sont autour de vous et réfléchissez à toutes les chaînes d'activités dans lesquelles ils sont pris, c'est relativement vertigineux. Et on le voit aussi sur le Covid. Enfin, bien sûr, il y a cette tentation du repli, mais en même temps, on sait bien que la solution,
ne peut être que global. Et pour le climat, c'est la même chose. On aurait besoin de mondialisation, on aurait besoin d'une autre forme de mondialisation. On n'a jamais eu autant besoin de mondialisation qu'aujourd'hui, mais évidemment sous une autre forme. Alors, il faut arriver à combiner les deux, à trouver des formes de compromis. Je crois que David et moi sommes des lecteurs de Danny Roderick, qui est un économiste américain qui réfléchit à ce sujet depuis longtemps. David, vous avez vous-même utilisé, je crois, la métaphore de l'écluse, quoi, pour dire il faut des sas peut-être entre la mondialisation et les espaces nationaux. Je pense que c'est un très grand sujet. Je pense qu'on va plutôt dans le bon sens, mais par exemple au niveau européen, on a compris quand même qu'il fallait protéger un peu, et puis bon, aussi que les espaces nationaux qui sont, je le rappelle, les seuls espaces de redistribution sociale efficaces, confèrent les travaux de notre ami Laurent Davzy. Bon, ça va dans le bon sens, mais ce que je trouve un peu inquiétant, c'est ce micro-localisme qui, au fond, est un peu aussi une forme de démission, quoi, qui est aussi une façon de dire on n'attend plus grand-chose de la société globalement, on voit que les États ne sont pas réactifs, nous, on est très préoccupés par toutes ces questions de climat, et comme on n'attend plus grand-chose des mégastructures, eh bien, on se réfugie dans le petit, le local, qui parfois devient un peu étriqué et qui risque de devenir un peu quand même étouffant. Moi, une certaine forme de localisme, je pense, et tangente le repli, et ça, c'est quand même embêtant. Béatrice Gibelin. Oui, je reprends ce que vous avez dit en disant, mais on devrait faire au fond des objets moins compliqués. On pourrait faire des voitures plus simples, sans revenir à la 2 chevaux ou à la 4 chevaux, et ça serait des voitures moins chères, et donc ce serait mieux. Si on vous suit, si c'est des voitures moins chères, on aura nécessairement à ce moment-là plus de gens pour acheter les voitures, et donc on aura nécessairement un effet rebond, et donc on aura plus de production de CO2. Donc c'est pas sûr que ce soit forcément la meilleure des solutions. Mais bon, ça, c'est simplement. Béatrice, si je peux vous couper, il faut gérer les deux à la fois, c'est-à-dire c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire il faut agir. On peut très bien, par exemple, si on développe des offres de services de mobilité et de partage de mobilité, parce que la clé, c'est le partage de mobilité qui est difficile à organiser, on le sait bien. Si les gens ne sont pas forcément incités à consommer plus de voitures. Il faut marcher sur les deux jambes, mais quand même, il y a quand même quelque chose d'absurde à avoir. Au fond, la baisse relative des prix est spectaculaire, mais elle pourrait être encore supérieure si on avait des produits moins inutilement sophistiqués, et ça consommerait beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de ressources. Oui, mais en fait, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. C'était simplement pour vous faire réagir. Je partage tout à fait votre inquiétude sur ce micro-localisme. Et en vous lisant, parce qu'il y a des tas d'initiatives dans le micro-localisme, et toutes sont loin d'être forcément sur le repli sur soi, ça m'a fait penser à l'émission de France Inter, Carnet de campagne, qui est l'émission des bonnes nouvelles, comme on l'appelle, où il y a beaucoup d'initiatives qui est sur du lien social, sur justement une économie du partage, et on voit bien qu'elle se diffuse beaucoup dans l'ensemble du territoire. Et c'est sans doute pas suffisant, mais ça veut dire que le processus, il est quand même amorcé. Ce qui ne veut pas dire que forcément, ces gens vont être nécessairement repliés sur eux-mêmes. J'en suis pas tout à fait sûre, ou c'est une façon d'être optimiste. Mais il y a quelque chose qui m'a inquiétée, c'est ce qui vient d'arriver à Emmanuel Faber, qui était président-directeur général de Danone, et qui allait plutôt, j'allais dire, dans votre sens, parce que vous dites qu'il avait pris comme axe qu'il voulait réaliser l'essentiel des revenus de Danone avec des marques locales, et qu'il voulait même être la première entreprise de produits alimentaires qui s'appuie sur le local. Et vous voyez bien ce qui lui est arrivé. Il reste président, mais il n'est plus directeur général, parce que les fonds
qui participent à son capital ont estimé que, au fond, le rendement n'était pas suffisant et que donc ce modèle-là, ils n'en voulaient pas. Et j'ai trouvé ce qui venait de se passer un signe très alarmant et qui montrait que le chemin était encore très long à parcourir. Pierre Veltz. Oui, sur le premier point, comme vous avez lu le livre, vous avez vu que je suis nuancé là-dessus. Là, je viens de mettre l'accent sur les risques de repli parce que je pense qu'ils sont réels. Mais en même temps, je montre aussi l'autre côté que vous avez soulevé, c'est-à-dire que vous avez évoqué, c'est-à-dire le fait qu'il y a une créativité. Il se passe des tas de choses intéressantes et sur les territoires français, et pas seulement d'ailleurs dans les zones peu denses, parce que le retour au local, on le voit aussi dans les villes et dans les quartiers de ville. Il se passe plein de choses intéressantes et qui contrastent. D'ailleurs, commencer un livre par ce constat qu'il y a ce contraste entre cette créativité qu'on voit au niveau local, avec beaucoup d'initiatives, souvent extrêmement intéressantes, et puis la grande morosité qu'on vit, la morosité décliniste qu'on vit au niveau national. Bon, là aussi, désolé, mais moi je suis un partisan de la pensée nuancée. C'est pas forcément optimal pour les médias, mais je crois qu'il faut voir les deux côtés. Mais il y a quand même, je trouve que ces initiatives, ces initiatives locales sont encore plus intéressantes quand elles sont connectées les unes avec les autres, ce qui est le cas dans un certain nombre de cas de territoires. Il y a, je sais pas, je prends un exemple, à Romans, par exemple, ils font beaucoup de choses très intéressantes localement, mais en même temps, ils ont créé, avec d'autres, une espèce de réseau national, ça s'appelle les startups de territoire, peu importe, et ça échange beaucoup comme ça, de manière horizontale. Ça, c'est très, très intéressant et positif. En même temps, ça ne peut pas remplacer une action résolue et nécessaire des États et des grandes structures. Mais ça, on en redira peut-être un mot tout à l'heure. Dans le cas de Danone, je ne connais pas suffisamment le dossier pour savoir si... ce qui est clair, c'est qu'on reproche à Emmanuel Faber de ne pas avoir les taux de rendement qui sont attendus par les investisseurs financiers, ce qui est un problème absolument majeur et général, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on attendra que le rendement soit le rendement actionnarial soit de l'ordre de 15 à 20%, on continuera dans ce que certains avaient appelé, Aglietta par exemple, avait appelé un capitalisme patrimonial qui est quand même à la source de beaucoup de difficultés qu'on vit aujourd'hui. C'est pas tout à fait raisonnable. Alors, je ne sais pas, là où je ne sais pas, c'est est-ce que c'est vraiment lié au choix qu'avait fait en effet Danone d'une politique très affirmée de priorité au local et à la proximité. Ça, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre les deux. J'espère que non. Marc-Olivier Padis. Oui, vous avez abordé le thème de la nécessité l'action d'un État central pour orienter les investissements qui sont nécessaires en vue de la transition bifurcation, disons. C'est un peu le plaidoyer que vous développez à la fin du livre. Je ne suis pas sûr d'être complètement convaincu par cette perspective. D'une part en raison de vos propres travaux qui privilégient toujours plutôt les clusters, les territoires en archipel, quelque chose de décentralisé en réseau, mais aussi parce que je ne sais pas si l'État aujourd'hui est capable de convaincre les citoyens de prendre des décisions fortes. Il y a une espèce de défiance aujourd'hui, c'est bien connu, par rapport à l'action publique, par rapport aux responsables politiques. Et puis troisièmement, quand vous regardez ce qui se passe dans l'industrie automobile, en fait, le pivot est en train de s'opérer. Renault, dans 5 ans, ne sort plus une voiture thermique. Donc, et 5 ans, c'est demain à l'échelle industrielle. L'industrie automobile allemande met déjà en place les nouvelles chaînes de montage
pour l'industrie automobile complètement électrique. Et pourquoi est-ce que l'industrie automobile s'est alignée sur un calendrier très avancé? C'est parce que l'Europe a durci les conditions techniques, les normes techniques acceptables pour les voitures. Mais c'est les entreprises qui opèrent le changement véritable. Donc, pourquoi voilà, je suis peu convaincu par l'idée de cet État qui va, comme en plus vous dites, il faut faire comme l'ARPAD américain, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent sans exiger un retour, parce que ça crée de la bureaucratie, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que des responsables politiques peuvent défendre cette idée de dire, bon ben voilà, on va arroser, on va dépenser beaucoup d'argent sans savoir exactement ce que ça va donner? C'est quand même très loin des coordonnées de la décision publique aujourd'hui. Oui, merci pour cette question. Je sais que mon dernier chapitre est forcément sujet à controverse. Hein. Bon, moi-même, je l'ai écrit plusieurs fois, mais je suis quand même arrivé à cette conclusion qui va me faire traiter de néocolbertisme, ce que j'assume après tout. Pourquoi? Parce que on voit bien que le changement à opérer est extrêmement profond et ne pourra se faire que s'il y a véritablement la création d'une nouvelle infrastructure, je dirais au sens vraiment général hein, du terme, hein, pas une infrastructure, pas les physiques forcément, mais il n'y a jamais eu, alors il n'y a jamais eu de grand changement qu'on peut caractériser un peu comme des bifurcations, sans que les États, avec leur capacité unique à la fois de légitimité et de mobilisation de financement massif, et sans besoin de retour immédiat, sans que les États aient été en première ligne. Et alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, Marc-Olivier, sur le fait qu'on commence à assister à un mouvement de bascule et qui pourrait probablement s'amplifier. Moi aussi, l'année, mais pour d'autres raisons, a été particulièrement mauvaise pour le secteur pétrolier. Les choses sont en train de bouger et probablement ce mouvement va s'accélérer. Il y a des indices positifs. Bon, il y a aussi beaucoup d'indices négatifs. Hein. Je rappelle quand même que le charbon reste la première source d'énergie, etc. Enfin, tout n'est pas non plus, ne va pas non plus très bien. Moi, j'ai été très, très intéressé par le modèle assez peu connu en France de Janeway, qui, au fond, qui est un capital risqueur américain, par ailleurs brillante intellectuelle, qui dit au fond, pour une mutation importante, il faut trois ingrédients. Il faut une puissance publique engagée dans des grands projets qui créent un peu cette nouvelle infrastructure, ce qu'il appelle aussi une piste sur laquelle, je reprends cette image, une piste sur laquelle danser, quoi. Voilà. Ça a toujours été le cas. Hein, dans l'histoire, on ne va pas reprendre des exemples, mais il n'y a jamais eu de changement vraiment profond sans qu'il y ait ça. Et le numérique est évidemment l'exemple parfait, puisque le numérique, il s'est fabriqué accessoirement dans les garages de la Silicon Valley, mais principalement dans les couloirs du Pentagone. S'il n'y avait pas eu les investissements militaires absolument massifs pour créer la microélectronique, il n'y aurait pas le numérique aujourd'hui. Donc, il y a ce volet, je dirais, investissement massif de l'État. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait pour le vert, les green techs qu'on a fait pour le numérique. Les investissements sont quand même extrêmement faibles. On laisse travailler des startups, etc. Mais ces startups, justement, elles n'ont pas l'infrastructure sur laquelle s'appuyer. On peut comparer les chiffres. D'ailleurs, c'est une des thèses de Janeway qui est de dire les États-Unis ont pu, grâce à leurs investissements publics massifs
et désintéressé au départ, enfin intéressé par des raisons purement géopolitiques en réalité, hein, le spatial, le militaire, etc. Et ça a permis le développement du numérique. Ils ont raté le coche jusqu'à présent du vert, enfin de l'écologie. Et à l'évidence, la nouvelle étape. Et les Chinois, en revanche, peut-être, ont pris là-dessus une avance très importante. Donc, voilà. Alors, pardon. Donc, premier élément de ce trépied, une infrastructure, une piste sur laquelle danser. Ensuite, deuxième élément, eh bien, du capital risque et des startups qui expérimentent de manière darwinienne des applications, des projets nouveaux, avec beaucoup de gaspillage, hein, mais ça c'est le principe même de l'innovation sur le mode du capital risque. On gagne de temps en temps, mais on perd beaucoup. Et puis, la troisième étape, c'est la normalisation dans le cadre des structurations des organisations de marché plus ou moins massifiées, ordinaires. Je trouve que ce modèle est assez puissant, assez récent. Et notamment parce qu'il remet quand même ce rôle de l'État un peu au cœur, qu'on a tendance à oublier, surtout dans les pays anglo-saxons où, comme vous savez, on a la religion du marché. Bon, on peut citer aussi les travaux de Mariana Mazzucato qui va dans le même sens, qui a fait un best-seller dans le monde anglo-saxon en rappelant simplement que la révolution numérique, elle avait largement reposé sur des fonds d'État, des fonds publics, ce qui est d'une certaine façon une évidence, mais il a fallu le rappeler et c'était utile de le faire. Donc voilà. Après, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'au moment où on aurait besoin de cet État avec une vision, parce que les capacités d'investissement, on les trouve, mais ce qui manque, c'est la vision. Et qui n'ait pas peur des grands projets, parce qu'aujourd'hui, on est tétanisé par les grands projets, en particulier en France. Mais malheureusement, ce n'est pas l'État qu'on a aujourd'hui, quoi. Parce que c'est un État qui s'est un peu raccordi dans la gestion, etc., et qui n'a plus, en particulier, n'a plus cette capacité de développer des grands projets. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, ce qui se passe. Alors, nous, on a le nucléaire, mais pour les renouvelables, on bricole quand même en France, alors que les Anglais, les Danois, les Hollandais sont en train de mettre en place des investissements absolument gigantesques avec des îles artificielles en mer du Nord. Alors, je sais que ça terrifie les écologistes, mais au bout du compte, ils vont arriver à avoir des productions d'électricité éolienne qui seront véritablement massives et à la hauteur de ce dont on a besoin si on veut vraiment changer de braquet. Mais voilà, nous, on a deux petits parcs éoliens par-ci, par-là. Alors, je me trompe peut-être, hein, peut-être que mon rêve colbertiste est absurde, parce que l'acteur pour le mettre en œuvre n'est pas là. Mais je persiste à penser que s'il n'y a pas... c'est la même chose d'ailleurs enfin, c'est la même chose, oui, c'est pour créer les bases de cette économie humano-centrée, si vous voulez, dans la santé, il faut continuer à investir massivement. On est en retard. Ça coûte extrêmement cher aujourd'hui d'investir. J'ai regardé les chiffres récemment. Dans le médicament, on est en retard. Dans le dispositif médical, on est en retard. Et l'Europe, globalement, commence à être en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine. On revient au point géopolitique. Je pense que l'administration Biden va lancer des très grands projets d'infrastructures en matière écologique, parce que si on veut déclencher ensuite des vagues d'investissement privé, on est obligé de passer par là. Wels, merci. Quand on voit l'ampleur des changements auxquels vous songez, l'ampleur politique, sociale, individuelle, économique, industrielle, et quand on pense à cette absence d'un État stratège auquel vous faites allusion, on peut quand même, et peut-être c'est une partie de la réponse à la question, l'objection que vous faisiez, Marc-Olivier Padis, tout à l'heure, on peut peut-être quand même penser que, à défaut de la communication, dans laquelle en effet les peuples, en tout cas le nôtre,
ne semble plus croire vraiment la communication publique, mais nous sommes dans une situation où l'épargne est à un niveau extraordinairement important et pourrait en effet être dirigée vers des secteurs comme celui dont vous venez de parler, celui de la santé, dont vous avez très justement rappelé que la médecine et même les équipements hospitaliers n'étaient qu'un des éléments. En tout cas, je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous laisser le temps de répondre, si tant est qu'il y ait réponse à faire à ce que je viens de vous dire, mais je vous remercie, Pierre Vels, et je rappelle que votre livre, L'économie désirable, est publié aux éditions du Seuil. Merci et au revoir. Merci à vous.